Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour Nicolas Béthou. Il y a un an, jour pour jour, la droite se réveillait d'un premier tour où, pour la première fois de son histoire, elle était éliminée d'une élection présidentielle. Dans quel état est-ce que la droite se trouve aujourd'hui ? Écoutez, il y a un an, c'était effectivement la Bérésina. C'était la ruine, la démolition et la désolation. Bon. Un an après, je pense qu'on occupe nos positions à l'Assemblée, positions d'opposition, et on commence à entrer dans un nouveau cycle qui est un cycle de proposition. Voilà. Donc l'ambiance est meilleure, assurément. On s'est remis à travailler. Vous avez fait le bilan de ce qui s'était passé ? Je pense que notre génération a compris que nos prédécesseurs ont commis un certain nombre d'erreurs qu'il ne faut pas reproduire. Une des erreurs, ça a été sans doute de trop regarder les nombrils des uns et des autres, de ne pas assez renouveler le logiciel des idées et au total d'être balayé. Bon, ça c'était 2017. L'année 2018, je trouve, commence par un travail sur les idées. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire au sein des Républicains, puisque avec Virginie Calmels et Luc Ferry, on va essayer, brique après brique, d'aider les Républicains, sous la présence de Laurent Wauquiez, à reconstruire un vrai projet de gouvernement. Quand vous dites, quand vous suggérez qu'il y ait une opposition entre la nouvelle garde et la vieille garde, ça veut dire quoi ? On sent un certain nombre de gens protester, par exemple, contre ce qui est en train de s'organiser pour les prochaines élections européennes. On dit que certains d'entre vous, de vos collègues, protestent contre l'idée que Rachida Dati, Nadine Morano se trouveraient à nouveau sur les listes comme candidates les Républicains aux élections européennes. C'est une réalité, ça ? Vous avez envie d'un coup de balai, vous aussi, d'un dégagisme au sein du parti ? Non, moi je ne fais pas de jeunisme, mais je pense qu'il y a des cycles. Emmanuel Macron a été élu président de la République il y a un an. À l'évidence, ça a été un moment de renouvellement profond et de recomposition très accélérée du paysage politique. Ce serait une erreur mortelle pour la droite française de ne pas le comprendre. Et concrètement ? Donc sans faire de jeunisme, très concrètement, vous voyez bien que depuis quelques semaines, ont émergé sur la scène politique de la droite française plutôt de nouveaux visages. L'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, avec une équipe qui est plutôt une équipe de cadres, globalement, marque tout simplement l'idée que c'est maintenant à notre génération de prendre le relais. Ce qui entoure Laurent Wauquiez, parce que Laurent Wauquiez n'est pas spécialement si j'ose dire, un perdreau de l'année, pardon pour l'expression. Oui, non, mais on est globalement une génération qui arrive désormais aux responsabilités de la droite. Et qui doit prendre la place des autres. Il ne s'agit pas de prendre la place pour prendre la place. C'est comme ça, à la fin, il n'y en a qu'un dans une élection. Oui, non, mais on voit bien que ceux qui ont gouverné au premier rang dans les années 90 et 2000 ne sont plus des acteurs de la scène politique, tout simplement. Ce n'est pas d'ailleurs totalement nouveau. Il y a eu des phases comme ça à toutes les époques. Dans les années 80 aussi, il y a une génération qui a pris le relais d'une autre. Mais ce n'est pas qu'une question de nouveau visage, parce que ça serait vraiment une grave erreur de penser que c'est juste une question d'état civil. C'est une question d'idées. Absolument. Patrick Stefanini, qui a été le directeur de campagne de François Fillon, nous a confié un texte hier dans l'Opinion, dans lequel il explique entre autres qu'il y a eu l'année dernière un tsunami générationnel et que la droite avait perdu, avant même l'échec à ces élections, avait perdu la jeunesse. Est-ce que vous avez des chances de la reconquérir ? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de reconquérir cette jeunesse ? Je pense qu'on s'adresse à tous les Français. L'effort encore est considérablement élevé, mais regardez par exemple la question européenne. Sur la question européenne, on voit bien que la droite française va devoir exprimer une ligne, que je crois une ligne euro-réaliste, ni une ligne europhobe de ceux qui voudraient tout casser, Mélenchon et Macron. De l'autre côté, Macron de l'autre côté, lui, serait sur une ligne plutôt euro-béate, si j'ose dire. C'est-à-dire... Donc vous serez entre les deux. Enfin, vous souhaitez être entre les deux. Il ne s'agit pas d'être pris comme une tranche de jambon entre les deux tranches de pain de mie, si j'ose dire, mais entre ceux qui sont europhobes et ceux qui, en réalité, sont prisonniers d'une logique d'Europe presque technocratique. Oui. Nous, on a une ligne euro-réaliste à construire. Et dans cette ligne euro-réaliste, il va falloir qu'on s'adresse à tous les Français, y compris, bien sûr, à la jeunesse française qui a envie qu'on montre des perspectives. Il va falloir qu'on parle d'intelligence artificielle, il va falloir qu'on parle de conquête de nouveaux marchés, qu'on parle d'enseignement supérieur, qu'on montre notre capacité aussi à inventer l'avenir. Donc on va parler à tous les Français, on n'est pas là pour parler uniquement aux anciens. Pour parler à tous les Français, y compris à la jeunesse, bien sûr, est-ce que la stratégie qu'on ressent comme étant celle de Laurent Wauquiez, qui est de taper à peu près sur tous les sujets face au gouvernement, de
cogner dur en tant que chef, en tout cas autoproclamé de l'opposition. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je ne pense pas que ce soit sa stratégie, et c'est d'ailleurs pas la mienne. Et on est nombreux à ne pas penser cela. On ne veut pas être une opposition sectaire. Je pense que ça serait une impasse, Nicolas Bétou. Regardez, la réforme de la SNCF, par exemple. On n'a eu aucune difficulté très largement, à la voter à l'Assemblée nationale. Les ordonnances sur le droit du travail, il y a 6 mois, nous les avons votées également. Je pense qu'on est d'autant plus crédible comme parti de gouvernement, si on accepte de dire OK lorsque de temps en temps et s'opposer d'autres fois, par exemple, l'eau bout à 100 degrés, on est d'accord, l'eau bout à 100 degrés. Là-dessus, vous êtes d'accord. Voilà. Par exemple, sur la loi Asile-Immigration, évidemment, vous avez participé au débat, vous faites partie de ces députés qui ont tenu des nuits entières avec des centaines et des centaines d'amendements. Vous n'avez pas fait bouger le gouvernement. Non, mais je savais que nous n'allions pas convaincre Emmanuel Macron et celui qui le représentait dans l'hémicycle, donc, effet de procédure, Gérard Collomb. Mais ça, c'est la règle. Hélas, bien souvent, du débat parlementaire, la majorité a la majorité. Mais cette semaine a été très intéressante car nous avons pu exprimer un contre-projet construit. Pour le dire rapidement, la loi Macron-Collomb, c'est vraiment une loi de petits ajustements technocratiques. Ça ne fait pas bouger les choses. Voilà, on bouge un délai ici, une semaine là, 15 jours ici. C'est vraiment des petits ajustements technocratiques qui, au total, vont plutôt d'ailleurs compliquer techniquement le droit de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Mais tout ça n'est pas une transformation de la politique d'immigration. Et on a pu démontrer qu'on avait de vraies différences sur les objectifs. Nous pensons qu'il faut essayer de sortir la France de l'immigration de masse en assumant un objectif de réduction de l'immigration. Ce n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron. Et puis ensuite, on pense qu'il faut s'en donner tous les instruments juridiques, opérationnels, diplomatiques. Et j'ai fait au nom de l'opposition, avec Éric Ciotti, avec d'autres, beaucoup de propositions extrêmement concrètes. Qui n'ont pas passé la rampe de la majorité, bien sûr. Non, mais que vous pensez avoir installé dans le débat. Cette affaire, par exemple, qui a été très largement mise en avant de retour au droit du sol qu'a porté Laurent Wauquiez, est-ce que vous pensez que ça a percuté dans l'opinion? Ça a provoqué un déclic, quelque chose? Je pense que c'est le début de quelque chose. Il nous reste 4 ans donc, avant la grande échéance de 2022. Encore. Non, je pense qu'au contraire, on commence à poser les termes du débat. Il va falloir le faire de manière plus claire encore. Mais par exemple, sur cette question de la nationalité, en effet, nous avons de vraies différences avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pense qu'il ne faut pas, absolument, Emmanuel Macron pense qu'il ne faut pas du tout modifier le droit de nationalité. Et quant à Madame Le Pen, elle pense qu'il faudrait en réalité appuyer sur la touche delete, si j'ose dire, et supprimer complètement le droit du sol. Moi, j'ai proposé, et d'ailleurs, je le fais depuis 5 ans, parce que j'avais déposé un texte dès 2013 là-dessus. C'est la position actuelle des Républicains. Je propose une adaptation du droit du sol pour mieux le contrôler, en réalité. Dans ces domaines, en particulier asile, immigration, société au sens large, on voit un certain nombre d'apparentements se faire avec le Front National. Est-ce que ça vous gêne? Je crois que c'est une analyse erronée. Et je le dis, y compris le papier publié ce matin par Mme Vigoureux dans vos colonnes me paraît procéder d'une lecture erronée. Je pourrais lui en parler. Par exemple, Mme Le Pen défend l'idée de l'immigration zéro. Oui. J'ai démontré à plusieurs reprises dans l'hémicycle que ça n'était aucunement notre ligne. Moi, je considère que ça n'a pas de sens et que ce serait une brutalité. Mais je suis pour la réduction de l'immigration. Et ça, ce n'est pas la position de M. Macron, qui, lui, ne se donne aucunement les moyens et même pas l'objectif de réduire. Ce que démontre Caroline Vigoureux et ce qu'on a pu constater dans l'hémicycle, c'est que le Front National a voté un certain nombre d'amendements que vous portiez, qui ne sont pas passés d'ailleurs, mais que vous portiez, qui avaient donc une dilution de cette frontière entre les deux partis. Mais c'est plus compliqué que ça. Par exemple, sur la question de l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, il y a une convergence très forte entre Manuel Valls et moi, par exemple. En commission, on était tous les deux d'accord pour s'opposer à ce que disait Gérard Collomb. Donc en réalité, sur bien des sujets, l'échiquier est parfois plus nuancé. Et sur bien des sujets, en particulier celui-là, la position des Républicains mérite encore d'être précisée. Sur la question de l'immigration, je pense que le logiciel maintenant est assez clair. On va essayer de vous le démontrer, peut-être en écrivant une tribune dans l'Opinion. Très bien, volontiers. Il vous reste 4 ans et je renvoie tout le monde à la lecture de l'Opinion et des articles sur l'Assemblée nationale et ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Guillaume Larrivé. Merci à vous.